Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble les deux premières rencontres de ce quart de finale de Champions League, en commençant par la grosse rencontre Real Madrid-Bayern de Munich, et ensuite on va aller vers Arsenal Sporting Portugal, peut-être un match un petit peu moins intéressant, mais avant ça, petite intro et c'est parti. Pense toujours à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça aide et soutient énormément la chaîne. Et sur cette première rencontre, donc le match aller entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich, et bah déjà ça a été un top match, 3 buts dans cette rencontre, le déplacement pour le Bayern n'a pas forcément été évident, on a senti une domination quand même du Bayern dans le jeu, voilà, clairement tactiquement, collectivement c'est une équipe bien supérieure au Real de Madrid, mais j'ai trouvé un Real qui s'est super bien défendu, un Real qui a été dangereux, qui a procédé en contre, qui a vraiment procédé surtout par des phases offensives très rapides, avec des transitions toujours très verticales, et ça a failli payer vraiment cash, malgré le fait que clairement dans la possession, dans la façon dont le bloc bougeait, le Bayern était bien supérieur. J'ai trouvé quand même le Real presque plus dangereux que le Bayern de Munich. Alors, au niveau des frappes, je crois que les deux équipes se retrouvent à 20 frappes au total pour 9 cadrés pour le Real contre 7 pour le Bayern. C'est quand même assez révélateur de qui a eu le plus de grosses occasions. Et je pense vraiment que c'est le Real qui a eu les plus grosses occasions. Par contre, du côté du Bayern de Munich, on va en parler tout de suite, un finisseur exceptionnel, Harry Kane, à qui il n'a pas fallu grand-chose. Je crois qu'il a 3 frappes sur le match. En 3 frappes, il claque un but et un but magnifique, extérieur de surface, sur un petit décalage de Olise, qui sont du coup meilleur buteur et meilleur passeur européen. Je crois qu'Olise, c'est 25 passes décisives et 49 buts pour Harry Kane, toutes compétitions confondues, c'est hallucinant. Et du coup, tu te retrouves franchement avec déjà un Olise qui a été ultra impressionnant sur cette rencontre. C'est vraiment ce joueur ailier, mais c'est un ailier numéro 10. Le mec, il a l'explosivité de l'ailier, la capacité de dribble, la capacité à effacer son adversaire, et en même temps cette capacité à poser le pied sur le ballon, à voir ce qui se passe autour, à transmettre, à être aussi un distributeur du jeu, et c'est un joueur exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'on a de la chance de l'avoir en équipe de France, et j'espère qu'il va être utilisé comme ailier, comme il l'est là avec le Bayern par Didier Deschamps, mais la complémentarité qu'il peut avoir avec Pavlovic, Kimmich, qui eux sont plutôt ces joueurs un petit peu sentinelles, qui ont un gros bagage physique, mais en même temps beaucoup de pieds. Franchement, Kimmich, dès qu'il touche le ballon, il transmet, c'est propre, c'est clean. Franchement, Kimmich, pour moi, c'est le joueur que je rêverais d'avoir dans mon équipe parce que c'est le fer de lance, mais en même temps, c'est ce rempart sur lequel il n'y a rien qui passe. Il a une intelligence de jeu, de placement. Franchement, c'est un top joueur. T'as eu Serge Gnabry et Luis Diaz que j'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous sur cette rencontre-là par rapport aux autres joueurs offensifs qu'on pouvait avoir, en tout cas les autres joueurs autres que la défense. Du côté défensif, ça a été un petit peu compliqué quand même, parce que ce qui fait que Neuer, on va en parler, sorte un si grand match, c'est aussi la difficulté qu'a pu avoir un Laimer, un Upamecano, un Jonathan Tah. C'est vraiment des joueurs qui ont galéré sur cette rencontre. Alors, au début, je trouvais Upamecano plutôt haut niveau. Franchement, il a eu 2-3 1 contre 1 avec Vinicius, avec Mbappé, et physiquement, il les dominait clairement à la course, et il réussissait à récupérer beaucoup de ballons. Mais au fur et à mesure de la rencontre, il a commencé à faire des petites erreurs. Le but de Mbappé, son placement n'est pas forcément très bon. Le presque but de Vinicius, c'est totalement une erreur de transmission de sa part, de la tête, catastrophique. Voilà, donc franchement, Upamecano a fait des grosses erreurs qui auraient pu coûter très cher au Bayern de Munich. Jonathan Tah, je l'ai trouvé un petit peu plus en retrait, presque invisible sur cette rencontre. Et Laimer, ça a été assez compliqué. Je pense que sur son côté, les déplacements que pouvait avoir Mbappé sur ce côté-là, ou Arda Güler, voilà, l'ont mis en difficulté. Il n'a pas forcément eu une rencontre facile. Donc assez compliqué. Mais il y a un joueur du Bayern qui a sorti une masterclass et qui sortira homme du match et qui est 100% mérité, c'est Manuel Neuer, quoi. 40 ans. 40 ans cette année, et c'est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde, c'est une folie. Le mec, il a sorti, je crois que j'ai regardé, 9 arrêts, équivalent genre 1,5 ou 1,50 XG, c'est gigantesque. C'est gigantesque, en général, un gardien sur une rencontre qui fait déjà un très bon match, il sort 4-5 arrêts, c'est déjà impressionnant. 9 arrêts.
Et c'est pas des petits arrêts, hein, parce que la première frappe de Kylian Mbappé ras du sol, il va la chercher, elle est magnifique. Il a eu la frappe de Vinicius qui passe tout proche, là où il dribble, et petite frappe enroulée. Franchement, il a eu des grosses occasions à sortir, et il a réussi à en sortir un paquet. Malheureusement, il se prend ce but de Kylian Mbappé, mais il a failli l'arrêter également, elle finit sur la barre, enfin, c'est lui qui la contre. Bref, il est sur tous les flancs, il fait des sorties exceptionnelles. À un moment, je crois que c'est avec Anthony Davis, qui ramène de la poitrine. Neuer sortait à ce moment-là. Ils ont failli se tromper mutuellement. Ça aurait pu profiter, je crois que c'est peut-être à Valverde ou à quelqu'un comme ça à ce moment-là. Mais non, Neuer, il a encore le pied au bon endroit pour contrer le ballon et qu'il ne se fasse pas prendre dans le dos. Franchement, il a sorti un match exceptionnel. Et tu te rends compte que ce gardien fit, c'est encore l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est toujours le plus gros problème avec Neuer, c'est le nombre de blessures qu'il peut avoir et la difficulté qu'il a à encaisser une saison complète, mais c'est exceptionnel. Et du coup, bon, le plan de jeu de compagnie a super bien fonctionné, ils ont clairement dominé, comme je le disais au début, sur tout ce qui est tactique, sur tout ce qui était possession, voilà, on sentait un Bayern clairement supérieur au Real de Madrid, mais j'ai trouvé que ce qu'a ramené Arbeloa avec cette équipe du Real et avec les qualités offensives qu'il peut avoir, a été vraiment impressionnant. Il y a eu de nombreuses occasions pour Kylian Mbappé, qui a quand même beaucoup buté sur Neuer, qui a encore une fois sorti un top match, et qui a forcé Mbappé à chercher des frappes X ou Y, comme celle à la fin, où il se positionne un petit peu entrée de surface, il laisse les joueurs partir, il prend son temps et claque cette frappe un petit peu enroulée, sur lequel Neuer ne réagit même pas, mais Neuer l'oblige à chercher des frappes dans le petit filet les plus excentrés possibles, du coup il tire à côté. Mais franchement, j'ai trouvé le Real de Madrid très intéressant, et le but, la façon dont est créé le but du Real de Madrid, je l'ai trouvé incroyable. C'est Trent qui récupère le ballon, et il y a un petit déplacement de Bellingham qui venait de rentrer. Et l'intelligence de Trent, c'est de mettre ce petit ballon légèrement piqué, comme ça, mais très léger, juste pour éviter le pied des défenseurs, à Bellingham et à poursuivre l'action. Et c'est le fait qu'il poursuive l'action tout de suite, qu'il se propose beaucoup plus loin dans la course, et que Bellingham lui mette, qui va lui donner une superbe option, et on sait que la qualité principale de Trent, c'est pas forcément sa défense, même s'il a fait un très bon match sur ce point-là, c'est surtout sa qualité de pied, la capacité qu'il a à trouver des passes assez impressionnantes, et la passe qu'il trouve pour Mbappé, ce centre, il est parfait. Entre Upamecano et Neuer, les deux ne peuvent pas intervenir. Upamecano, son placement de base n'est pas très bon, mais l'appel d'Mbappé déjà est très bon, et la passe de Trent, elle est incroyable, et l'action, elle arrive en 3 passes, boum, but, et je l'ai trouvé super, mais dès le début, je me suis dit, cette passe-là, la première qu'il fait à Bellingham, c'est le type de passe qui casse des lignes et qui peut tout changer. Et c'est son appel derrière qui permet. Et franchement, Trent a fait une très belle performance. Au milieu de terrain, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Franchement, Valverde, Tchouaméni, ils ont été un petit peu... Pitarch, ils ont été un petit peu en difficulté. Défensivement, il y en a un, Carreras, il s'est fait mélanger par Olysée toute la rencontre. Alors lui, ça a été dur. Lounine a plutôt fait un bon match aussi, hein, franchement. Il se prend 2 buts. Le but de Kane est vraiment magnifique. Et le but de Luis Diaz, c'est un contre un, face à face. Luis Diaz, il arrive lancé. La passe de Gnabry, elle est parfaitement dans le tempo. Très compliqué à aller chercher. Mais sinon, il a fait de beaux arrêts. Et je pense pas qu'il ait fait un mauvais match. Je pense juste que forcément, l'absence d'un Courtois se paye parce que c'est le meilleur gardien du monde, clairement pour moi. Là, tu perds un élément fort. Mais je trouve que le Real a vraiment montré de bonnes choses. Peut-être Vinicius un petit peu en dessous. Il a eu quelques occasions, mais il a quand même eu du mal. Mais Mbappé a vraiment fait un top match. Malheureusement, ce qui va lui manquer, c'est la finition. Mais c'est vraiment montré dangereux. Et tu ne tombes pas sur un Neuer des grands soirs en pleine forme, comme t'es tombé là. Je pense que le score peut être à l'avantage du Real de Madrid, qui a vraiment montré de bonnes choses. Donc, franchement, top rencontre. Ça a été hyper agréable à suivre. Ça a bougé dans tous les sens, à la différence de la prochaine rencontre dont on va parler juste après. Et franchement, j'attends de voir le match retour à l'Allianz Arena, parce que là, évidemment, pour le Bayern, c'était un match à l'extérieur. On sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Tu t'en sors avec la victoire, c'est le mieux que tu pouvais espérer. Malheureusement, j'ai envie de te dire, tu ne t'en tires qu'avec un but d'écart et un Real de Madrid qui finalement prend un petit peu confiance, parce que cette rencontre-là a montré peut-être les faiblesses que pouvait avoir le Bayern en transition. Parce que la quasi-totalité des actions que le Real de Madrid s'est créé, c'était sur des transitions très rapides, sur des projections de plusieurs offensifs, et on a vu que des Upamecano, des Tas, des Leimer pouvaient être en difficulté, et mettre à contribution obligatoirement Neuer. Donc encore une fois,
quel match de Neuer, quoi. Mais sans ça, je pense que le Bayern peut en prendre 2 de plus et perdre la rencontre 3-2 facilement. Parce que vraiment, le Real de Madrid s'est montré dangereux. Et il faut absolument qu'il réitère ce genre de match à l'Allianz Arena. Forcément, ça va être beaucoup plus difficile. On sait que c'est peut-être le déplacement le plus difficile d'Europe, je pense. Je crois qu'il y a quasiment personne qui va gagner là-bas. Il y a le Real de Madrid 2017 qui est allé gagner là-bas, mais sinon, j'ai pas de grands souvenirs de nombreuses équipes qui sont allées gagner en Champions League en phase éliminatoire à l'Allianz. En tout cas, de mémoire comme ça, j'en ai pas 10 000. C'est vraiment une équipe à domicile monstrueuse. Je suis fan d'Arsenal, donc on l'a vécu suffisamment de fois pour le savoir. Et j'attends vraiment de voir cette rencontre. Elle va être passionnante. En tout cas, j'ai adoré ce match-là. Il a vraiment été top. J'ai vu des joueurs que je regarde uniquement pour les soirées de Champions League. Franchement, Olise, Kane, c'est quand même des joueurs... c'est impressionnant à voir. Olise, franchement, il m'a impressionné encore une fois ce soir. À chaque fois que je le vois, il m'impressionne. Mais là, ce soir, il a fait vraiment un top match. Et bien joué au Bayern. Je pense que le Bayern va quand même se qualifier. Mais le Real de Madrid peut montrer des bonnes choses. Et c'est le Real de Madrid. Ouais. Tout peut arriver. Donc franchement, top match. Je suis très content. Arsenal. Toujours là pour me faire passer des soirées stressantes, des soirées ennuyantes. Merci Arsenal actuellement parce que... quelle purge encore, quoi. Alors, on sait que les déplacements au Portugal, c'est toujours compliqué, mais là, waouh, le match, il était long. Alors, j'en avais parlé avec pas mal de potes, et j'affirmais qu'on allait finir sur ce score de 1-0. Je connais mon club. Donc, c'est finalement arrivé, même si sur la fin, je l'attendais plus trop. Mais waouh, punaise, on n'a rien proposé. Hein. Franchement, sur le début de la rencontre, t'as un Sporting qui pousse énormément, un Diomandé qui fait une passe lumineuse extérieure, qui prend à revers toute notre défense. Gabriel, Ben White, ils peuvent rien faire dessus. T'as Aroro qui part, qui lâche une énorme frappe, qui est quand même touchée par Raya, et qui finit sur la barre transversale. Déjà, la rencontre, elle commence. Je me dis, putain, c'est bon, on va encore passer à la trappe, on va encore se foirer. Et franchement, sur les 10 premières minutes, le Sporting est vraiment dangereux. Au fur et à mesure de la première mi-temps, on commence de plus en plus à reposer le pied sur le ballon, à calmer le tempo et à dominer la rencontre. Mais encore une fois, c'est le terme, calmer le tempo, quoi. Waouh! Il faut qu'on le calme. Hein. Surtout, aucune folie dans la rencontre. Tu vois. On garde le ballon, on fait la passe latéralement. Oh, on se fait un peu presser, on revient derrière, latéralement. On fait une petite passe sur les côtés, latéralement, on revient derrière. Ouais, c'est insupportable. Et le début de rencontre de Odegaard, je le trouve pas forcément mauvais. Je le trouve même plutôt intéressant. Il tente 2-3 frappes, il essaie de trouver des partenaires offensivement. Mais il n'y a aucun lien sur notre jeu offensif. C'est pauvre. Et Odegaard, ça en a été l'image, en fait, sur l'ensemble de la rencontre. Au fur et à mesure, plus la rencontre a avancé, moins on l'a vu. Ou en tout cas, il a touché des ballons, mais il n'a rien créé. À chaque fois qu'il touchait le ballon, beaucoup de touches de balle, il regarde partout, pas de passe. Et effectivement, je suis d'accord avec lui, il se plaignait peut-être du manque de déplacement des offensifs, ce qui est vrai. Mais de là à jamais rien trouver, c'est scandaleux. Aucune frappe, aucune passe intéressante, aucune passe lumineuse qui limite lance ton attaquant et qui lui apparaît. Tu joues sur sa vitesse de réaction, sur ce genre de choses-là, mais non, même pas ça. Même pas ça. On revient en arrière, trop de touches de balle. Aucune ingéniosité, aucune lumière dans son jeu et malheureusement c'est pesant parce que derrière t'as Rice, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Zubimendi, il le fait pas. Voilà, Zubimendi, c'est offensivement, c'est inexistant. Voilà, alors effectivement, défensivement, c'est intéressant, mais offensivement, c'est pauvre. Il est là hein, pour les transmissions en retrait, il est là pour se placer entre nos deux défenseurs centraux et permettre à nos défenseurs d'aller plus haut. Genre, c'est quand même assez affligeant de se dire que Zubimendi, qui est quand même censé être notre milieu défensif, qui est censé quand même avoir une bonne vision de jeu, à transmettre proprement les ballons, et il se retrouve entre nos deux centraux pour permettre à nos centraux d'avancer plus haut et de proposer plus d'options offensives. Ce qui me fait chier, c'est de voir que le seul joueur quasiment qui essaye de casser des lignes, c'est un Saliba. Voilà, un défenseur central. Nos latéraux, sur ce match-là, Ben White, Calafiori, offensivement, ils n'ont pas proposé grand-chose.
que Madueke s'est fait manger par Aroro quasiment toute la rencontre. Que Trossard, on l'a pas vu. Voilà, Trossard, il n'a pas existé, comme Gyökeres d'ailleurs, qui n'a pas été très, très intéressant. J'ai même pas regardé, mais Gyökeres, il a fait combien de frappes sur la rencontre? Comme ça, je vais juste regarder vite. Une frappe. Voilà, comme ça, c'est réglé. 0,10 XG créé par Victor Gyökeres, qui aura touché, je les ai même pas, 17 ballons sur la rencontre. Pour vous donner un exemple, Harry Kane, c'en était 35. Voilà, donc c'est assez pauvre. Encore une fois, hein, déçu, notre meilleur joueur, ça a été Raya. Raya a sorti un top match, 5 arrêts décisifs. Franchement, l'arrêt sur la première frappe qui finit sur la barre, incroyable. Le double arrêt sur la frappe, puis il relâche un peu le ballon. Et le joueur adverse peut la toucher et il sort quand même les mains. Incroyable arrêt. Franchement, Raya a été au top. Comme d'habitude, en fait, ce gardien, il est incroyable. Il fait partie du top 3 pour moi. Là, actuellement, mon top 3 gardien, c'est Thibaut Courtois, Raya et Neuer. Hein. Je ne mets pas Donnarumma dedans. Je mets clairement les trois là. Et je pense honnêtement que c'est les trois meilleurs gardiens actuellement en Europe. Et il sort que des top performances. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'à sur toutes les rencontres, on compte uniquement sur lui. C'est pas normal qu'on se trouve aussi souvent défensivement. C'est pas normal qu'on propose aussi peu de choses offensivement. Franchement, je vous jure que j'ai été plus impressionné offensivement par le Sporting que par nous. Ils ont 40% de possession de balle, donc on en a 60. Et pourtant, ils ont 2 grosses occasions, nous on en a qu'une seule. Ils ont 11 frappes, on en a 7. On est à 60% de possession, on a 7 frappes sur la rencontre. Pour combien de cadrés que je pleure? Frappe cadrée, 4. Waouh. Et on espère quoi avec ça? Alors ouais, on s'en tire avec cette victoire, avec ce beau but. Franchement, l'entrée de Martinelli a été intéressante. Il a beaucoup plus proposé que Trossard. D'un coup, boum, il y avait un peu d'explosivité offensive. Kai Havertz a été beaucoup plus intéressant que Odegaard, notamment dans ses déplacements, parce que le problème aussi d'Odegaard, c'est qu'il se propose pas suffisamment, je trouve. Souvent, il se cache. Au moment où on a besoin justement de se relayer au milieu de terrain pour faire le lien entre la phase défensive et la phase offensive, il n'est pas là. Ou alors, il vient chercher le ballon, puis il la remet en retrait, au lieu de chercher justement à se projeter vers l'avant. Et donc, quand Kai Havertz est arrivé, d'un coup, plus de déplacements offensifs, beaucoup plus de propositions dans l'espace. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ce qui va le fournir à Martinelli au moment où Martinelli va faire la différence et rentrer à l'intérieur sur son pied droit. Mettre cette petite passe, elle est magnifique, sa passe. Le contrôle pied droit de Kai Havertz, il est très très bon. Et le plat du pied, voilà, parfait. Plat du pied, sécurité, c'était sécuritaire. Donc, très bonne rentrée. On gagne cette rencontre. Au final, je suis content, c'est ce qu'on veut. On sait qu'un déplacement du côté de Lisbonne, c'est compliqué. On a déjà fait les frais en Europa League, on en avait déjà fait les frais avec Porto la saison passée ou il y a 2 ans, je crois que c'était la saison passée. Voilà, les déplacements du côté du Portugal sont toujours compliqués parce que tu as affaire à des supporters en feu, c'est vraiment, il y a une grosse ferveur là-bas, tu l'entends, le stade ça gueule, franchement c'était hyper impressionnant. Et c'est ce qu'on aime voir, mais on manque de mordant, on manque de créativité, on manque sur les phases offensives de projection. C'est statique, ça bouge pas, c'est répétitif au possible. Tu passes, boum, Madueke, est-ce qu'il va faire un contre un? Il essaye, ça passe pas, bon, je reviens en retrait. Et on repasse, on fait de la retrait, du retrait. On fait la passe à Trossard, du retrait. Et c'est pour ça que Gyökeres, il touche 17 ballons sur la rencontre, c'est parce que on ne le cherche jamais ni dans la profondeur, on ne le cherche jamais même balle au pied, dos au jeu. On n'essaye jamais avec un Madueke, par exemple, un Madueke qui fait une trajectoire tranchante, un petit peu croisée en direction du but, au lieu de faire toujours ses courses latérales et ses passes latérales, mais on essaie de casser le jeu avec justement une passe très verticale et un joueur qui, lui, va la chercher dans la profondeur. Non, ça jamais. Ça, on ne propose pas. Et pourtant, on n'est pas tombé face à un bloc bas particulier. On est tombé face à une équipe qui a très bien défendu. Franchement, le Sporting a eu un plan de jeu très très bon et un plan défensif très bon. Mais ils n'ont pas refusé le jeu. Dès qu'ils avaient des ballons, ils se projetaient très vite. Ils ont eu vraiment des grosses occasions. Il y a eu une tête à un moment où Raya est caché par Saliba et il aurait pu se prendre ce but qui arrive un petit peu premier poteau, là, qui est coupé. Il fait un top arrêt. Mais franchement, le Sporting a montré de plus belles choses offensivement qu'Arsenal. On gagne le match. Pragmatisme. Arsenal. Waouh, c'est magnifique. Mais évidemment, moi, cette saison, je veux juste le titre. Je m'en branle du reste. Mais par contre, ce qu'on propose là en ce moment, pas la saison prochaine. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je veux voir ça pendant encore 1 an.
J'en peux plus, en fait, de voir ce jeu. C'est boring, on se fait chier. Et c'est triste. Franchement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, avec de tels joueurs, de proposer aussi peu offensivement. Franchement, Odegaard, ça m'attriste. Ça m'attriste. Depuis sa blessure en trêve internationale en Norvège il y a 2 ans, il a disparu. Il n'a plus aucune créativité. Il voit plus rien offensivement. Alors défensivement, il voit comment revenir. Mais il n'y a plus de magie dans le pied. Il a toujours fait 10 000 touches de balle. Mais avant, il faisait 10 000 touches de balle. Ça permettait de créer des espaces parce que ça absorbait un petit peu les défenseurs adverses. Mais maintenant, ça absorbe les défenseurs adverses, du coup, il sent de la pression, du coup, il part en retrait. Alors qu'avant, il cherchait des petits ballons coupés, des petites louches, des choses comme ça. Plus du tout, ça n'existe plus dans son jeu. Ça a disparu de son pattern footballistique, le mec n'a plus aucune créativité, et c'est horrible. Et j'en ai marre. C'est insupportable. Donc honnêtement, cette rencontre-là, heureusement qu'on la gagne, j'ai envie de vous dire. Le retour à l'Emirates devrait normalement mieux se passer, en tout cas on l'espère. Mais dans le jeu, ben voilà, en fait, tu te réfères à un Max Doman, voilà, maintenant le plus jeune joueur. Waouh, on a fait un record aujourd'hui, on a fait jouer le plus jeune joueur de l'histoire des quarts de finale de Champions League, 16 ans et 92 jours, je sais pas quoi. Mais on s'en bat les couilles, en fait, on s'en bat les couilles, parce que déjà, on ne doit pas compter sur un gamin de 16 ans sur la fin de notre rencontre, on est censé déjà l'avoir conclu, cette rencontre. En plus de ça, on perd Trossard sur blessure, même s'il a fait un match de merde, ça reste un joueur important dans notre effectif, parce que malheureusement, sur l'aile gauche, on n'a que lui et Martinelli. Et Martinelli, c'est un très bon super sub, il l'a montré encore ce soir, mais en tant que titulaire, il est à chier. Que dire? J'en sors pas satisfait de cette rencontre. J'en sors pas satisfait parce que le Sporting a été plus dangereux que nous, parce que encore une fois, on a montré nos largesses offensives, parce que mine de rien, on a beaucoup concédé défensivement, parce que encore une fois, sans un top Raya à l'image du Bayern, on aurait pu s'en prendre plus. Enfin, on aurait pu s'en prendre déjà, on s'en est pas pris, on sort avec un clean sheet, mais c'est un miracle. Je souffle parce que c'est trop, ça commence. En fait, je peux l'accepter, encore une fois, comme je l'ai dit, pendant une saison, je vais l'accepter de toute façon, quoi qu'il arrive, mais ça commence à faire long. Waouh, ça fait 9 mois, 10 mois peut-être qu'on subit ça, et 9 mois je crois, ça commence à être vraiment long. Vraiment long. Donc j'espère que si le titre d'Angleterre, il faut que le titre d'Angleterre on le gagne, parce qu'on s'est mis en difficulté en Cup, enfin on s'est fait éliminer de toutes les Cups là, on a perdu la finale, on s'est fait éliminer. Je pense que mentalement on a été atteint. Ce qu'on a montré ce soir ne nous met pas dans les meilleures dispositions pour les rencontres de Première Ligue. En plus je crois que dans les prochaines, forcément il y a City qui arrive bientôt. Dans combien de rencontres? Dans 3 rencontres. On affronte Bournemouth, Sporting et on affronte Manchester City. Franchement, j'ai peur. Hein. Pour le championnat, j'ai peur. Je le dis clairement parce que ce que j'ai vu par exemple de City face à Liverpool ou de City face à nous en Cup, ils ont l'air d'être mentalement beaucoup plus combatifs et créatifs que nous. Et surtout, ils ont l'air d'avoir un vrai regain d'énergie. Malgré leur élimination de Champions League, les mecs, ça leur a fait un électrochoc. Et là, ils font que des top rencontres. Et nous, on est capable de s'enfoncer et de s'effondrer sur une fin de saison, et ça serait terrible, il reste 7 matchs, quoi. Ouais, je vous jure, je le sens mal. Je sais pas pourquoi je le sens mal, on a 9 points d'avance, après ils sont un match en retard, je sais, mais je le sens mal. Ça pue du cul. Bon, en tout cas, j'espère que ce débrief sur les 2 rencontres vous auront plu. N'hésitez pas à toujours lâcher votre like, votre commentaire, ça m'aide énormément, et vos abonnements. Je sais que c'est chiant, on le répète tous, mais ça m'aide, vous savez pas à quel point, et même ça me motive à créer du contenu. Et puis, mine de rien, là, avec le départ que j'ai fait en vacances, la trêve internationale et tout, je fais moins de stats. Voilà, c'est tout comme ça, mais c'est normal, hein, c'est l'algorithme qui fait que moins je propose, moins j'ai forcément de résultats. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vous aimez mon travail. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On attend demain les rencontres de Paris, Liverpool et il reste qui? Barça, Atlético, que je vais regarder évidemment, et je vais débriefer le match de Liverpool et celui du Barça sûrement aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut mes crânes.